Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une nouvelle fois dans cette séance, la 4e, consacrée aux empires chrétiens, byzantins et carolingiens, et donc au Moyen-Âge. Alors là, on entre non pas dans les choses sérieuses, parce que c'est fait depuis le début, mais on entre dans le dur, dans le vif du sujet, puisque après avoir présenté les deux empires sous leur dimension spatiale avec la carte et chronologique avec la frise, et après avoir donné une dimension artistique à notre travail avec la comparaison des basiliques, de la basilique de Sainte-Sophie de Constantinople et de l'église palatine d'Aix-la-Chapelle de Charlemagne, et bien aujourd'hui, place à notre première leçon et à son dossier consacré à l'Empire byzantin, exclusivement l'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain. Depuis la première minute de la première séance, je n'arrête pas de répéter que l'Empire byzantin est l'héritier de l'Empire romain de l'Antiquité. Et bien, il est maintenant temps de le démontrer. En quoi l'Empire du Basileus Justinien Ier, et de ses prédécesseurs et de ses successeurs, est-il l'héritier direct de l'Empire romain de l'Antiquité? Dans cette seconde partie de séance, nous allons découvrir que, au fond, l'Empire byzantin, à quelques différences près, est une version médiévale de l'Empire romain. Médiéval, c'est un synonyme de moyenâgeux. Donc, autrement dit, au fond, l'Empire byzantin, c'est comme l'Empire romain de l'Antiquité, à peu de choses près, mais l'Empire romain, c'était dans l'Antiquité, et l'Empire byzantin, lui, c'est au Moyen-Âge. Alors, on n'a pas fini de démontrer que l'Empire byzantin est l'héritier de l'Empire romain uniquement en se calquant sur l'histoire commune, finalement, le destin tragique commun à ces deux empires. Il y a d'autres éléments de réponse à prendre en compte, et en particulier, si on regarde cette maquette, bon, là, pas de doute, nous sommes à Rome. Nous reconnaissons au premier plan le cirque de Rome, et nous reconnaissons surtout il Colosseo, le Colisée, hein, là où se déroulaient les combats des gladiateurs notamment, et où pouvaient s'entasser jusqu'à 50 000 spectateurs pour assister à ces jeux cruels. Entre les deux, on reconnaît, entre le Colisée et le Grand Cirque, on reconnaît aussi la construction sur la droite de la photo à étage qui est l'aqueduc qui apportait l'eau potable aux habitants de Rome, qui pouvait atteindre au moment de l'apogée de l'Empire le million d'habitants. Alors voilà, ce petit rappel de la grandeur de la ville de Rome au moment de l'apogée de l'Empire romain, eh ben, on va le retrouver d'une certaine façon à Constantinople. Il n'y a pas que l'histoire finalement comparable entre celle de l'Empire romain détruit par les barbares au 5e siècle après Jésus-Christ et l'Empire byzantin effondré par les Turcs ottomans à la fin du Moyen-Âge qui font que les deux empires ont un lien de parenté. Parce que si on regarde par exemple de plus près Constantinople, et notamment à l'époque de l'empereur Justinien Ier, Constantinople qui, avant de devenir la capitale de l'empereur Constantin, parce qu'en grec, Constantinopolis veut dire la ville de Constantin, eh bien, s'appelait Byzance. Une colonie grecque fondée bien avant. Et voilà l'origine d'ailleurs au passage de l'adjectif byzantin
Et oui, c'est qu'avant de s'appeler Constantinople, la ville devenue capitale de l'Empire byzantin s'appelait tout simplement Byzance. Et si on regarde à quoi ressemble l'ancienne Byzance à l'époque de Justinien Ier, eh bien, force est de constater que Constantinople est une jumelle, est une copie conforme, alors certes peut-être à l'échelle un peu réduite, et encore, de l'immortelle capitale de l'Empire romain, de l'immortelle Rome de l'Antiquité, parce qu'on y retrouve à peu près les mêmes monuments, à savoir des murailles, à l'épaisseur énorme, hein, puisque je vous l'ai dit, à certains endroits, les murailles, qu'il s'agisse de celles de Constantin, bâties, achevées d'être construites en 330, ou de celles de l'empereur Théodose un siècle après, elles font plusieurs mètres d'épaisseur, jusqu'à 11 mètres d'épaisseur. Les murailles caractérisent aussi bien Rome que Constantinople, mais on trouve d'autres monuments qui sont communs aux deux villes, à commencer par les palais impériaux, mais aussi le cœur de ville que constitue la place du Forum. Alors il y a plusieurs forums à Constantinople, comme on en trouvait aussi d'ailleurs plusieurs à Rome, reliés par des rues principales, alors qui ne se croisent pas forcément à angle droit comme il le devrait, comme elle le devrait, notamment à cause du relief, mais néanmoins on retrouve des rues qui ressemblent au Cardo et au Decumanus des villes à damier romaines. On retrouve aussi, bien entendu, les églises, à commencer par l'église Sainte-Sophie de Constantinople, qui est très proche, encore une fois, du détroit du Bosphore. Et donc, Constantinople est une copie orientalisante, parce qu'on trouve aussi des petites différences ou des adaptations orientales, comme par exemple l'Acropole, qui n'est pas sans rappeler ce qui se faisait dans le monde grec. Eh bien, on retrouve donc une copie de la Rome de l'Antiquité. Le fait qu'il ait fallu doubler la muraille de Constantin par celle de Théodose en moins d'un siècle prouve d'ailleurs à quel point la ville de Constantinople est peuplée et attire de nouvelles populations, parce que, tout simplement parce que la ville s'est étalée dans l'espace et que la muraille de Constantin étouffe littéralement la ville, et qu'en plus elle ne peut plus assurer la protection de la ville. Donc en fait, les nouveaux quartiers urbains vont être construits entre les deux murailles, et donc c'est la preuve que la ville, qui comptait probablement plusieurs dizaines de milliers d'habitants déjà à l'époque de Constantin, jusqu'à 80 000, va voir sa population très fortement augmenter. Alors on n'est peut-être pas encore tout à fait au million d'habitants de l'Empire romain, mais on voit que Constantinople s'en rapproche. Et j'allais oublier aussi, comme parenté avec Rome et Constantinople, la présence d'aqueducs. On en a mis un, il y en a d'autres, mais l'aqueduc principal, c'est-à-dire cet équipement qui ressemble à un pont, mais qui en fait ne sert pas à transporter les hommes, mais qui sert à transporter l'eau potable, qui va permettre d'alimenter les fontaines publiques dans les différents quartiers de Constantinople. Ces aqueducs qui sont la marque des villes romaines de l'Empire au moment de l'Antiquité, et qui
que la vie quotidienne en ville est supportable, et même pour les plus riches particulièrement confortable, et l'urbanisation était la marque de la civilisation romaine, la fierté de l'Empire romain. Être un Romain, c'était essentiellement être un urbain, et c'est exactement la même chose pour les Byzantins et pour les habitants de Constantinople. Les Romains raffolaient des combats de gladiateurs, ils aimaient bien voir couler le sang, les combats des gladiateurs ou les combats de bêtes fauves, ou d'ailleurs les combats entre les gladiateurs et les bêtes fauves, tout était possible. Et sans doute parce qu'on est en Orient, donc les Byzantins ont des goûts légèrement différents de leurs devanciers de l'Antiquité. Eh bien, chez les Byzantins, on raffole des courses de chars. Ce qui était aussi le cas des Romains, finalement. Et donc, aussi bien à Rome qu'à Constantinople, on va trouver un hippodrome dans lequel se pressent les habitants de Constantinople. Et comme à Rome, où l'empereur organisait des jeux gratuits, c'est lui qui les payait, pour être populaire, eh bien les Byzantins, les empereurs, les basileus byzantins en font de même. Il est vital d'offrir du pain et des jeux, comme à Rome finalement. C'est exactement la même logique. C'est la même logique tout bêtement parce que les Byzantins sont les héritiers des Romains et qu'ils vivent à la romaine. Et j'en veux pour preuve cette magnifique mosaïque dite de Ravenne, c'est-à-dire cette capitale dans le nord d'Italie que Justinien Ier, qui est au centre de la miniature, avait fait bâtir au moment de la reconquête de la péninsule italienne par ses troupes au cours de son règne. Et force est de constater que les Byzantins qui sont représentés sur cette mosaïque autour de l'empereur, alors on reconnaît à gauche, à l'extrême gauche, avec leurs boucliers, leurs lances, on reconnaît les soldats. Toujours à gauche, mais plus près de l'empereur, les hauts fonctionnaires, avec leur carré de pourpre, c'est cette couleur un peu marron foncé, lit de vin, mais qui à l'origine devait être un peu plus rouge et qui est la marque du pouvoir, et le carré de pourpre que portent les toges des hauts fonctionnaires est la marque qu'ils disposent d'une partie de pouvoir de l'empereur qui, lui, est entièrement revêtu de la pourpre. Et à droite de Justinien, enfin pour nous à droite, le personnel de l'église byzantine, eh bien on voit qu'ils sont vêtus à la romaine, j'allais dire de la tête aux pieds, et qu'ils portent les sandales de cuir et les toges que portaient avant eux les Romains. Les Byzantins s'habillent comme les Romains de l'Antiquité. C'est normal, ils en sont les héritiers. Le dernier élément de démonstration à l'appui de la thèse que les Byzantins sont les héritiers des Romains, eh bien, ce dernier élément de démonstration, nous le devons là encore à Justinien au VIe siècle après Jésus-Christ, quand Justinien va annoncer à son peuple, par une proclamation du 13 février 533, qu'il a fait un grand ménage parmi les lois, qu'il a synthétisé, c'est le contenu du texte qui se trouve sur la diapo, qu'il a synthétisé les lois de l'Empire romain, qu'il a enlevé
tout ce qui n'avait plus d'intérêt, tout ce qui était devenu inutile, tout ce qui était aussi contradictoire dans la loi, qu'il a gardé ce qui l'intéressait, des lois édictées par ses prédécesseurs, c'est-à-dire les empereurs romains, et que lui, Justinien, a rédigé un code, qui porte d'ailleurs son nom, le code justinien, et que ce code justinien sera appliqué dans l'Empire byzantin, et que ce code justinien, eh bien, il est directement hérité des lois de l'Empire romain de l'Antiquité. Et nous noterons d'ailleurs au passage que l'empereur Justinien utilise également la titulature des empereurs de l'Antiquité romaine, puisqu'il est mentionné que le code justinien a été proclamé sous le consulat de l'empereur Justinien, consul pour la deuxième fois. Or, le titre de consul est un très vieux titre qui existait déjà sous la République romaine. Jules César, qui n'a jamais été empereur, avait été consul notamment de la Gaule, et donc on voit que l'empereur byzantin prend les mêmes titres, les mêmes fonctions que son prédécesseur, l'empereur romain. Donc là, je crois qu'on a fait la démonstration que les Byzantins sont véritablement les héritiers des Romains de l'Antiquité.